journée de colloque. Je suis très heureuse de présenter Pierluigi Gibas, qui est professeur en sciences du langage à l'Université de Lyon 2. Il est le nouveau directeur aussi du laboratoire ICAR, un laboratoire très important qui s'occupe d'interaction, corpus et représentation. Et il préside aussi l'Association française de sémiotique. Il est un des fondateurs de la revue Signata, et comme moi et comme François Provenzano d'ailleurs, et il est membre aussi du comité de direction. Pierluigi a écrit une dizaine de livres sur seulement un certain nombre de ses spécialités, parce qu'il y a plein de spécialités sur lesquelles il n'a pas écrit, mais qui sont quand même des spécialités. Écrit des livres. Alors, bon, je cite quelques-unes de ces champs des recherches, la sémiotique générale, évidemment, l'histoire du cinéma, la théorie du langage, la sémiotique des arts, de la photographie, du design industriel, de la mode, mais aussi en sémiotique de la perception, de la culture et de la communication alimentaire. Alors, je cite quelques-uns de ces ouvrages, de ces livres, ces monographies. Alors, les domaines de l'art, sémiotique et théorie esthétique, Lisière du cinéma, stratégie esthétique et recherche sémiotique, l'interprétation entre mondes, la pensée figurale de David Lynch, la promotion des valeurs sémiotiques de la communication et de la consommation, la tenue du sens pour une théorie de la perception, sémiotique de la photographie, écrit avec moi, et enfin, les triptyques 1976 de Francis Bacon, note sur la sémiotique de la peinture. Alors, ces intérêts se concentrent sur la gestion du sens entre la perception, le discours et les diverses formes d'organisation institutionnelle. Pierluigi, à toi la parole. Merci Maria Giulia. Alors, normalement, je suis l'avocat du langage visuel et donc je suis là à revendiquer l'autonomie du langage visuel. Aujourd'hui, je veux utiliser une approche un peu différente. Je voudrais avant tout encadrer mon intervention sur le problème épistémologique et rappeler la leçon de Simondon. Déjà dans les années 60, Simondon a montré la nécessité d'intégrer l'informatique dans les sciences de la culture, et en disant que l'informatique était une manière de construire une sorte d'émancipation par rapport aux catégories classiques. Donc les débats que nous sommes en train d'entamer, de produire dans ces jours, est correspondant, tout à fait correspondant à cette vision. L'idée était de libérer un potentiel organisateur caché et qui n'est pas correspondant à des finalités déjà avouées, déjà présentées, déjà déclarées sur le plan institutionnel. L'idée était de travailler sur l'image en tant qu'objet image, de trouver à l'intérieur de l'image des formes d'organisation diagrammatique cachées. Donc l'idée est que la numérisation était, nous sommes dans les années 60, je répète, la numérisation était déjà vue comme la capacité de capter, de sonder des couches de l'image et libérer un potentiel de signification qui n'était pas immédiatement respecté par les codages symboliques. En outre, je voudrais ajouter aussi cette question, le germe diagrammatique, parce que qu'est-ce que veut dire trouver des diagrammes? Veut dire trouver un potentiel d'organisation qui peut se déplacer et cultiver, entre guillemets, d'autres terrains, fertiliser d'autres terrains. C'est la base d'une pensée analogique, et c'est intéressant, je trouve, parce que nous savons bien que les problèmes se mettent toujours de pied et on a toujours répondu avec l'idée de rectifier le monde. Alors, la pensée analogique, c'est l'idée de respecter cette transversalité, de répondre à la transversalité avec notre transversalité. Bon, voilà. Ensuite, je voudrais encadrer mon intervention en disant, je fais l'avocat du diable, je répète, normalement je fais théorie visuelle. Aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que par exemple, l'analyse de corpus outillé en sciences du langage peut donner des éléments de réflexion à la digital art history? Est-ce qu'on a quelque chose à assumer là-dessus? Alors, pardonnez-moi, je fais un peu le linguiste. Quels sont, dans les langages, quelles sont, par exemple, les taxonomies, les formes d'organisation
les classes d'organisation formelles en linguistique. Alors, on a des classes synonymiques, donc d'équivalence sémantique dans un terrain discursif particulier. On ne peut pas trouver la synonymie partout, dans la langue en général, sur des pratiques discursives particulières. On trouve des paradigmes flexionnels, donc on sait qu'un verbe peut subir une flexion, qu'un nom peut subir une flexion masculin, féminin, etc. Il y a des classes généalogiques, donc il y a des racines étymologiques, on peut dériver toute une série. Donc la langue est un système générateur de formes. Il y a des domaines, la langue cherche à cartographier l'espace référentiel et introjeter l'espace référentiel. Donc si je parle de la fenêtre, il y a un taxon fenêtre pour nommer tous les détails de la fenêtre. Donc vous voyez, il y a une sorte de cartographie et donc de formes linguistiques qui cherchent à épouser la référence. Encore, il y a le fait de comparer des tas de langues et donc de comparer des tas du système linguistique. L'objection immédiate qu'on peut faire, il n'y a pas de langage visuel structuré comme la langue verbale, il n'y a pas une institutionnalisation grammaticale comparable, mais quand même il y a une activité que je voudrais nommer le languaging visuel. On a toujours localement la capacité d'instaurer des formes convergentes, parce qu'il y a une communication, bien évidemment, il faut s'entendre, et il faut négocier donc des choses qui font image, qui arrivent à stabiliser une manière d'organiser un cadre, de comprendre, de pouvoir comprendre la représentation. Et de l'autre côté, une posture, on a parlé d'une culture de l'œil et du regard, une manière de se positionner devant l'image. Donc il y a une sorte de matching, d'articulation entre les deux. Alors si on commence à prendre cet exemple, on a toute une série de suggestions possibles, selon des pistes de recherche. Je n'ai pas la prétention, mais si on doit faire un projet, pour imaginer qu'on doit travailler sur des formes artistiques, oui, sur le plan synonymique. Donc on cherche des éléments comparables dans un genre de discours particulier. On travaille, je ne sais pas, sur le paysage, on travaille sur un genre spécifique, nature morte, etc. Et on cherche à reconnaître s'il y a des équivalences, par exemple des éléments qui peuvent prendre la place d'autres éléments avec une sorte d'équivalence de signification. Dans une nature morte, on sait bien qu'on doit memento mori, on doit montrer le memento mori, quels sont les éléments qui peuvent finalement constituer, et donc il y a des synonymies, bien évidemment, à l'intérieur d'un terrain discursif particulier. Les flexions, on sait, sur la tradition de Goodman, on sait qu'un objet peut être lié à un objet concret, un tableau, mais parfois on peut reconnaître qu'il y a plusieurs versions. Si je travaille sur De Chirico a reproduit ces tableaux, donc il y a plusieurs exemplaires du même tableau. Alors on a une transcendance objectale, il y a plusieurs éléments qui concernent la même œuvre. Si je pense à la musique, dans des partitions, il y a plusieurs versions pour piano, pour orchestre, c'est la même œuvre, mais avec plusieurs déclinaisons. On pourrait discuter, mais en tout cas, la poésie, plusieurs versions publiées, attestées, même validées par l'auteur. Généalogie. Alors, notre piste est de reconnaître qu'il y a une famille de transformations. Il n'y a pas d'étype, il y a l'idée d'une reprise continue d'une forme qui est toujours déformée, proposée de manière fidèle ou avec un démarquage critique. On a parlé hier des parodies, des formes de rhétorique de reprise. Et il y a le problème traité, suggéré par Ralph hier, le problème de la domanialisation, c'est-à-dire quand je dois reconstruire des situations, donc là l'iconographie n'est plus une iconographie du particulier, de l'élément particulier, mais une iconographie de la situation, d'une configuration, d'une scène, et donc il y a un problème de syntaxe, de cohabitation de plusieurs objets visuels dans la représentation. Et finalement, un autre problème qui sera traité, je crois, dans les matins, le problème médiatique, on pourrait dire, il y a la dominalisation, il n'y a pas une dominalisation comme dans les langages verbaux, parce que les langages visuels n'arrivent pas à construire des classes extensionnelles avec la même précision et la même codification, mais quand même, il y a le fait de construire une relation étroite entre manière de mettre une image et dispositif de représentation. Et donc là, on a des généalogies qui concernent exactement l'appartenance ou la transposition entre un média et l'autre. Alors vous voyez qu'il y a toute une série de conséquences catégorielles, parce que si on va prendre la synonymie, on travaille sur une sémantique de l'écart, et donc on a un problème de perception sémantique et d'appréciation
de la différence en synonymique. Quand j'ai une classe synonymique, je dois comprendre exactement quelle est la différence. Quand je bascule, je passe d'une option à l'autre, il y a une différence de la signification. Il y a un problème de complémentarité quand je dois intégrer plusieurs versions à la même œuvre. Un problème de parrainage quand je dois voir qu'une image fait partie, par exemple, d'un cycle, fait partie d'une généalogie, justement, fait partie la configurabilité, ou, si vous voulez utiliser les termes de Deleuze, la territorialisation, le fait qu'un élément iconographique appartient à une sorte de scène prototypique, c'est territorialisé dans le sens où on arrive à finalement maîtriser la représentation de quelque chose et on a un peu codé aussi cette forme de représentation. Et enfin, le problème de la médiation, un problème d'implémentation, donc de diffuser l'image, de comment faire circuler l'image. Et donc, on a un problème d'instauration sémantique parce que chaque fois qu'on a une implémentation différente, change aussi, bien évidemment, il y a une inflexion sur le potentiel sémantique. La médiatisation n'est pas indifférente, bien évidemment, à la... Bon, voilà, vous avez toute une série de propositions possibles à partir de la linguistique. Quand on parle de généalogie, alors je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais dans notre projet, il y a un peu ça. Quelles sont les classes généalogiques? On a des généalogies épistémologiques. On sait qu'il y a toute une série de travaux sur la peinture, les cinémas, dire qu'est-ce que veut dire un type de regard, c'est un type d'épistémologie. Alors voilà, je peux prendre dans l'histoire du cinéma, surtout un exemple simpliste, je dirais, il y a la voie Lumière, la voie Méliès, une voie, on dit l'image, c'est la tradition de la voir en tant qu'attestation, je vois, donc je veux dire, et il y a une autre généalogie qui est vision en tant qu'excès, avoir une vision, voir l'au-delà, voir quelque chose qui dépasse les frontières de l'expérience ordinaire. Alors, vous voyez qu'il y a deux manières de considérer. Il y a des généalogies optatives liées au désir. Qu'est-ce qu'on veut voir, hein? Il y a des traditions sur une vision qui est une vision finalisée, l'aspiration, je voudrais dire, de l'image. Alors, il y a les rêves de monitorer, tout regarder, tout maîtriser, observer, cartographier, et il y a un rêve de pénétrer dans l'image. Hein. C'est un peu comme Alice, hein, l'idée de pénétrer dans les miroirs, hein, de traverser, de pouvoir habiter un monde possible. Il y a des généalogies appréciatives, donc il y a les mythes de l'authentique, hein, donc tout le problème de la numérisation actuelle, on traite en cinéma, en film par exemple, il y a la transposition, la numérisation, est-ce que c'est encore l'exemplaire originaire du film, toute une série de problèmes que Enzo connaît très bien, par ailleurs. Mythe de la régénération, en revanche, le fait qu'à partir d'une identité spécifique, catégorie de Luis Prieto, à partir des éléments définitoires d'une chose, je peux éventuellement la reproduire. Alors, quelle est la bonne version? Bien évidemment, vous avez deux généalogies totalement différentes. Une généalogie qui bloque la répétition, une généalogie qui, en revanche, semble suggérer la multiplication possible. Alors quelqu'un pourrait dire, mais alors il n'y a pas la possibilité de construire une diachronie, une évolution diachronique du langage visuel localement. La réponse peut dire localement. Je peux travailler sur les langages d'un peintre, par exemple, et observer Donc, à travers une sorte de régionalisation, je peux voir une forme de codification, de systématisation, de convergence normative un peu plus stable. Mais on ne peut pas avoir la prétention sur de larges corpus, bien évidemment, parce qu'on n'a pas les mêmes phénomènes d'institutionnalisation de la langue. On peut travailler sur des micro-sociolectes, voire dans une école, par exemple, comme on disait en italien, dans une bottega, hein, dans un lieu de travail, dans un petit milieu de travail. Alors, on peut voir qu'il y a des convergences, des pratiques de mobilisation de formes communes. Hein. Ouais. Bon, voilà. La forme, alors comment concevoir la forme? Alors bien évidemment, la forme n'est pas toujours stable. Hein. La forme est une identité visuelle résistante. Hein. J'utilise le terme résistance parce que pour moi c'est un paramètre de subjectivité et donc sur le plan épistémologique de nécessité d'implémenter une posture caractérisante. Il faut facetter, il faut décrire l'identité de quelque chose parce que justement il faut s'occuper de quelque chose qui relève de l'individuel. Hein. Alors, l'identité visuelle elle peut se transformer dans les temps, mais on doit attester sa résistance, sa manière de réagir. Par exemple, il y a un changement même
sur le plan, on va dire, contextuel, sur le plan historique, donc quand même, elle cherche de s'ajuster, mais de résister quand même, hein, de s'opposer, hein, de maintenir des caractères définitoires, voire prototypiques, on pourrait dire. Cette résistance, c'est aussi l'idée de ne pas pouvoir la décomposer. Si on commence à, comme le prototype sémantique, si tu commences à lever certaines propriétés de la chaise, c'est plus une chaise. Hein. Alors la forme, on doit montrer que la forme, on peut la découper, bien évidemment, on peut l'analyser, mais on ne peut pas dépasser un certain découpage, autrement on commence à lever des propriétés définitoires. La forme est aussi liée à des pratiques. On ne peut pas déraciner la forme d'une pratique. Elle est toujours correspondante à une pratique, donc elle correspond à un pattern intentionnel. C'est l'idée d'utiliser cette forme dans une certaine finalisation. Moi, je ne suis pas d'accord à découper la relation entre forme et finalement, on pourrait dire, pratique, fonction. Je pense que sur le plan épistémologique, il faut continuer à articuler les deux choses. Je ne crois pas dans une histoire formelle, totalement abstraite, totalement indépendante par rapport aux pratiques. Autrement, la fonction sociale, l'enracinement social de l'art est perdu. Et pour moi, c'est inacceptable à partir de cette posture. La forme peut entrer dans de nouvelles relations, donc entre dans des concurrences synonymiques, vous voyez, différentes, parce qu'elle commence à être, je peux la substituer avec d'autres formes. Sa territorialisation, sa dominalisation peut changer dans les temps, peut évoluer. Éventuellement, il y a des phénomènes qu'en linguistique on dit de dédomanialisation, c'est-à-dire la forme commence à être traitée dans un autre domaine par rapport à son origine. La forme change à partir de son exploitation médiatique, etc. Sur le plan formel, alors je voudrais, on peut utiliser des manières peut-être un peu métaphoriques, j'espère pas que ce n'est pas un abus interprétatif, l'idée de Lotman d'une sorte de bilinguisme constitutif. L'art est bilingue, toutes les formes de communication sont bilingues, parce que d'un côté, on doit s'adapter à la tradition, donc il y a une reprise de formes déjà attestées. De l'autre côté, on veut innover, on veut créer, on veut se singulariser, on veut laisser des traces stylistiques, hein, et donc laisser des traces de subjectivisation du discours. Donc il y a, en même temps, hier on a parlé de plusieurs pistes, hein, quand il y a des attracteurs, on pourrait dire, on a dessiné une cartographie, plusieurs voisinages, plusieurs comme contiguïtés, hein, sur le plan topologique. On peut dire, est-ce qu'on va choisir une position? Ma suggestion est qu'il faut toujours construire des tensions, et qu'il y a des tensions vers la reprise, et donc de pouvoir recevoir une lisibilité à l'intérieur d'une transformation de forme bien attestée, claire pour l'interprète, et de l'autre côté, en revanche, un potentiel formel qui va vers l'innovation, qui va vers l'émancipation, qui va vers la rupture éventuellement. Par ailleurs, vous voyez, il y a des préjugés. On a parlé dans ces jours, hier, on a parlé un peu de la relation. Lev Manovich a beaucoup thématisé cette idée. Est-ce qu'on doit travailler dans l'art? Est-ce qu'on doit travailler dans la production visuelle globalement? Il y a des préjugés, parce qu'on sait qu'on parle de stéréotypes et clichés pour l'art populaire ou pour la production populaire, et en revanche, on parle des topoi et des motifs pour l'art, les arts importants, on va dire. Mais il y a bien évidemment des correspondances. Donc notre métier aussi est d'exercer un regard critique, parce qu'on pourrait imaginer que même dans la production populaire, il y a des choses, il y a des topoi, c'est-à-dire alors un stéréotype, vous voyez, je dois être très court, on pourrait faire un débat ou ouvrir un colloque sur ça, bien évidemment. Les stéréotypes, à mon avis, c'est une forme de désistement interprétatif. Si tu trouves une forme, pas la peine de passer du temps pour l'interpréter. Et les stéréotypes passent à travers un processus d'interprétation. Donc, j'ai dit quelque chose sur les Italiens, par exemple. J'ai les Italiens devant amateur, je ne sais pas. Pas la peine de discuter. Je ne suis pas là à dire, bon, je dois m'opposer. On laisse passer parce que finalement, il n'y a pas des enjeux, je veux dire, particuliers. On doit s'appuyer sur la doxa. On peut s'appuyer sur les sens communs, etc. Les motifs, c'est un stéréotype, un cliché, c'est un stéréotype qui a une sclérose représentationnelle. Non seulement c'est un lieu commun, mais il y a aussi une configuration, une déclinaison figurative qui est plutôt stable. Hein. Alors on a un cliché.
vous voyez, il y a immédiatement la correspondance avec le topos. Le topos, c'est un lieu commun, mais c'est un lieu commun dans la production artistique, mais le fonctionnement est différent. Parce que c'est le nœud, on a parlé de nœud, de la notion de nœud, c'est une notion importante. Dans un réseau, le nœud devient un lieu où on ne veut pas construire la convergence, mais une forme d'intertextualité comparative. Je fais la même chose, sur le plan iconographique, c'est le même motif, mais je veux montrer ma différence dans l'interprétation de ce motif. Donc c'est un lieu pour apprécier les écarts, les distances interprétatives. Je vous dis aussi, donc bien évidemment, les motifs, c'est un topos avec une déclinaison figurative plutôt stable. Il y a des clichés paradigmatiques, mais il faut faire attention, il y a aussi des clichés syntagmatiques. C'est-à-dire, parfois, un cliché n'est pas parce qu'il est présent, mais parce qu'il est présent dans une partie spécifique d'un tableau. Si tu commences à prendre la même forme et la déplacer, alors c'est plus un cliché. Voyez, donc les problèmes et l'utilisation aussi syntagmatique des formes. Alors bien évidemment, je ne peux pas continuer cette idée, cette exploration à partir d'un terrain linguistique que je peux projeter sur il y a toute une série de choses qu'on a vues. Maria Giulia a rappelé pas mal de choses, c'est la base un peu, l'arrière-plan de notre projet, la reprise de Faucillon. Alors vous voyez, encore là, il y a toujours de dialectique. La chose intéressante chez Faucillon est qu'il y a des tensions. Il y a toujours des tensions. C'est pas seulement la reconnaissance des formes. Et reconnaître, encore une fois, je pourrais dire quelque chose un aspect bilingue. Alors, il y a des formes données, ensoufflées à la matière, comme on disait en temps, mais il y a des formes exemplifiées. Formes exemplifiées, parce que la matière peut exemplifier. Quand on dit matière, peut être une matière discursive, peut être une reprise, par exemple, d'un environnement, d'un espace, la cuisine. Attention, parce que quand on parle de matière, c'est matière. Là, on voit vraiment, il faudrait faire un travail sur la notion de matière chez Faucillon, parce que j'ai l'impression que c'est la même notion utilisée par Jemslef. C'est quelque chose qu'on trouve et qu'on peut assumer en tant qu'expression, en tant que contenu. Alors, vous voyez, la forme en tant que structure et action déjà interne à la matière impose sa forme à la forme. Vous voyez, cette idée de répéter les deux choses montre qu'il y a une sorte d'articulation de plusieurs formes. Donc, il y a des formes qu'on trouve, par exemple, sur le plan iconographique, on pourrait dire, et des formes qui relèvent du geste, de comment traiter le motif iconographique. Donc, quand nous travaillons sur sur le plan sémiotique, énoncé-énonciation, c'est pour dire qu'il y a des formes déclinées sur le plan figuratif, mais il y a des formes qui sont les gestes de l'artiste de traiter cette forme. Donc il y a toujours une dialectique. Parce que je suis en train de m'appuyer sur des formes que je suis en train d'hériter. Il y a un héritage, un patrimoine de formes, mais il y a aussi une forme que je suis en train de donner à cette reprise d'une généalogie formelle. Donc, vous voyez, forme héritée, traitée, manipulée. Il y a toujours une sorte de mouvement. J'aime bien cette idée de la manipulation. C'est un moment d'instabilité. C'est l'idée de travailler sur des formes reçues et des formes données. Sur des formes reçues et des formes données. Et donc, le résultat n'est pas un résultat définitif. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a l'énergie de l'image, des choses comme ça. Parce qu'il n'y a pas un résultat définitif. On observe une interférence. On observe les croisements entre une généalogie, par exemple iconographique, et une généalogie stylistique. C'est une manière d'utiliser sur le plan énonciatif la forme. Bon, voilà, vous avez compris, je pense que je peux aller vite là-dessus. L'autre chose intéressante, alors je dois aller vite, bien évidemment, quand on parle d'interférence, il y a d'aspect bilingue, parce que il y a la forme d'évolution de la vie sociale n'est pas correspondante à la forme d'évolution artistique. Chaque domaine, pour Faucillon, a des systèmes, des fonctionnements, des manières d'évoluer différentes.
Et donc, il y a toute la déthématisation qu'on trouve un peu partout, de la non-contemporanéité du contemporain, hein, du fait que le présent est une série de couches transformationnelles de formes, co-présentes, mais qui n'ont pas le même rythme d'évolution. Et donc, il y a des formes d'asynchronie, hein, entre les formes. Vous voyez, il y a des références, il faudrait reconstruire les contacts avec Faucillon et la tradition de Cassirer. Cassirer qui a relu Kant et qui a établi la forme en parallélisme avec natura naturans, hein, par rapport à natura naturata. Il a pensé la forme comme forme formans, morphologie. Vous voyez, la morphologie qui est la thématique actuelle était déjà dans les années 30 bien attestée chez Cassirer, chez Faucillon. Et il y a des citations, il y a des mentions de Cassirer de la tradition. Quand on parle de forme symbolique, vous voyez, ce n'est pas la forme codée, ce n'est pas les répertoires figés dans les temps, qui au contraire va dans sa nécessité, à sa liberté et de la convention, à finalement son émancipation, son traitement local et évolutif. Vous voyez, donc il y a une véritable morphogénèse et on trouve plusieurs traces dans les livres de Faucillon, non seulement dans les vies de forme. Donc j'ai encore, parce que Encore 10 minutes, on doit te faire un cadeau. Oui, alors l'histoire je peux aller vite encore là. On a mentionné hier l'histoire de forme tracée d'expérience. Donc, la forme est instable aussi parce qu'on est toujours en train d'expérimenter, bien évidemment, de trouver des équilibres instables. Donc, il y a un potentiel exploité et un potentiel non encore à exploiter. C'est-à-dire que la reprise d'une forme est l'idée d'essayer de faire germiner, de rendre autrement productive la même forme. Hein, c'est de détecter un potentiel toujours en transformation. Et c'est pour ça que l'interférence, une interférence des pratiques, hein, des techniques, c'est une interférence où il n'y a pas une instance réceptive, ce n'est pas l'idée de capter, c'est l'idée sur le plan de la transversalité, de transplanter, hein, de transférer des formes. Le programme de Faucillon est aussi strictement lié à Bergson. Il y a des traces très évidentes de Bergson. Donc, vous voyez, la route que nous parcourons dans les temps est joncée des débris de tout ce que nous commençons d'être, de tout ce que nous aurions pu devenir. C'est une phrase de Bergson qui est tout à fait propre pour Faucillon et qui pourrait être liée par exemple, à l'historiographie contemporaine, cette idée de penser qu'il y a des futurs passés, hein, qu'il y avait des propositions formelles. À un certain moment, il y a eu la perte de cette tradition, éventuellement avec un intervalle du temps remarquable, on a une reprise, une réactualisation de ce futur. Et je veux souligner le fait que Faucillon travaille énormément sur les antinomies. Donc l'idée que quand on est en train de travailler sur le baroque, par exemple, et on est en train de construire un microcorpus sur le baroque, il ne faut pas trouver la convergence, tout simplement, un peu à la Wölfflin, même si j'adore Wölfflin, mais il faut trouver des antinomies, il faut trouver des généalogies, parce que l'hypothèse est que quand il y a, sur le plan épistémologique, mon hypothèse est que quand il y a une généalogie qui va vers une direction, il y a toujours pour contrebalancer cette généalogie un mouvement contraire. C'est toujours comme ça, c'est-à-dire il faut concevoir la civilisation comme une série de paradoxes, d'antinomies, de contradictions gérées. Chaque époque est la transposition de paradoxes. On n'arrive jamais à dépasser les paradoxes. Si je parle de la justice, entre liberté et norme, il y a un paradoxe, parce que pour assurer la liberté, je dois imposer des règles, on ne peut pas sortir. On peut seulement déparadoxaliser localement, mais avec la reconstitution. Donc l'idée de montrer des antinomies, c'était déjà chez Faucillon, et c'est là la différence par rapport à Riegel, c'est le fait de respecter des tensions, des antinomies. Alors, bien évidemment, il y aurait le problème de la migration de formes visuelles, Warburg, que tu as mentionné hier,
Comment accepter le fait qu'on veut respecter des classes synonymiques à l'intérieur des terrains discursifs particuliers, et ensuite dire « Ah non, il y a des transpositions partout ». Alors, il faut lutter contre une analogie, comment dire, totalement irréfléchie, parce qu'on peut trouver des analogies partout, bien évidemment. Alors, comment c'est donner des méthodologies suffisantes pour exclure des analogies, hein? Parce que si on commence à travailler sur nous, en tant que corpus, bien évidemment, on trouve pas mal de choses qui sont analogiques entre nous, mais vous dire, est-ce que ça est important, est pertinent? Il faut établir une pertinence. Et donc, vous voyez, alors je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais on pourrait travailler sur les couches de l'image. Donc, si on trouve une forme, il faut voir la cohabitation de cette forme avec d'autres formes, parce que la pertinence d'établir une analogie d'une forme avec d'autres images, je trouve une forme dans une image, une forme analogique à d'autres images, mais est-ce qu'il y a dans la structure en profondeur de l'autre image la même coexistence, la même cohabitation? C'est un problème que, j'anticipe mes conclusions parce que je n'arrive pas à faire mes conclusions, dans l'analyse du corpus assisté, on travaille sur les co-occurrences. La suggestion est qu'il faut non seulement travailler sur l'attestation d'une forme, mais sur les formes à côté. Si je trouve une forme, quelles sont les formes qui sont à côté, dans la contiguïté, dans la coexistante? Parce que c'est à partir de cette colocation, on dit en théorie de langage, que je peux profiler des terrains sémantiques comparables. Vous voyez, un mot, mais que si je dis dans les romans français du XVIIIe siècle, il y a à chaque fois les termes amour à côté de l'exème qui renvoie au domaine de l'économie, je trouve une thématique qui est l'association entre relations amoureuses et économie. Et vous avez une thématique. Alors, on doit faire la même chose pour les images. On ne peut pas isoler une forme, il faut trouver cette forme et sa compatibilité, sa coexistence avec d'autres formes, dans les mêmes tableaux, par exemple. L'agencement d'indices. Alors, est-ce qu'on trouve des éléments pour dire il y a une vectorialité transformationnelle? Est-ce qu'on trouve des transformations progressives? Est-ce qu'on peut motiver cette transformation? Quand je vois les transformations du cubisme, je vois qu'il y a toute une série de facteurs. On commence au terrain du facteur. Je passe du cubisme traditionnel 1907 au cubisme analytique, au cubisme synthétique, et j'évite de mentionner tous les autres sous-catégories que les historiens de l'art ont traité. Mais je peux construire une évolution. Vous avez compris, quand je parle de généalogie, je travaille sur la peinture abstraite. Malevich n'est pas Kandinsky, n'est pas Kupka, n'est pas... il y a des lignes transformationnelles, des lignes de généalogie qui sont différentes. Et donc, si je commence à comparer deux tableaux abstraits qui n'appartiennent pas à la même généalogie, je suis en train d'opérer un abus. Donc, à éviter. Donc, j'ai essayé de mentionner toute une série de choses. Comment exclure, alors là, il y a la leçon de Kubler, qui avant Baxandal avait déjà relu Faucillon. Baxandal ne fait aucune mention de Faucillon, ne fait aucune mention de Kubler, mais Kubler dit la même chose sur des patterns of intention, forme de l'intention de Baxandal, dit des séquences de solutions artistiques, donc des généalogies de formes, sont toujours répondent au même problème. C'est l'idée de, vous voyez, la pratique, la relation avec la pratique, on utilise de formes parce qu'on a une finalité, on a une visée. Donc il faut reconstruire, il faut sortir de cette idée qu'il y a une sorte de autotélisme, de finalité en soi de l'art, parce que c'est l'idée de déraciner totalement l'art de son inscription contextuelle, historique, etc. Et en revanche, il faut repérer un contexte institutionnel pour dire, voilà, à l'intérieur du monde de l'art, cette forme a essayé de répondre à un certain aspect. Hein? D'accord? Si je parle de la musique, je parle du sérialisme avec, je ne sais pas, tous les facteurs de détermination pour la composition. Là, la tradition Cage arrive pour dire comment interférer avec cette détermination énorme de la forme avec des systèmes aléatoires. Vous voyez, bilingues, et sont deux généalogies différentes, mais qui peuvent être traitées comme une résolution d'un problème. Il y avait un problème.
il y avait un problème parce qu'on commence à dire, bon, la composition réalisée, Boulez, Polyphonie 10, est tellement déterminée que finalement le compositeur a disparu. Hein, c'est une série de conséquences, structurales internes. Alors, c'est dommage que je n'ai pas le temps de présenter toute la partie sur Kubler. J'ai encore. Je dois terminer. En tout, mais disons, si tu veux encore prendre 5 minutes, on va faire un peu moins de pause, tu vois. J'ai prévu une pause de 30 minutes, tu peux prendre encore 5. Alors, les choses intéressantes est qu'on a en même temps un équilibre entre la finalité de la forme, à s'interroger sur la fonction de la forme. La classe généalogique est une réponse encadrée à l'intérieur d'un domaine, et en même temps l'enracinement sur la textualité visuelle. Parce que chez Kubler, et c'est la même chose qu'on trouve chez Baxandal, même s'il y a une dimension extra-textuelle, il faut toujours utiliser l'œuvre en tant que système d'évocation des l'entour extratextuel. Donc l'extratextualité devient importante à la condition de voir comment forme, couleur, tous les aspects du languaging visuel semblent évoquer, s'adresser, convoquer l'entour. Donc vous voyez, c'est l'idée qu'il faut respecter l'autorité de l'ordre pictural. C'est une phrase de Baxandal. Alors, il ne faut pas jeter toute la tradition, bien évidemment. Donc, moi, je suis un peu embêté quand je ne vois plus mentionner toute l'histoire de l'art qui a énormément donné des contributions importantes. On ne peut pas jeter les relations entre pré-iconographique, iconographique, iconologique, parce que, bien évidemment, sont encore des aspects intéressants. Il faut défendre. Moi, je peux revendiquer d'adhérer à la leçon de Panofsky, quand Panofsky dit qu'il faut promouvoir une science interprétative et pas une science statistique. Il faut dire que Panofsky a parlé de la statistique. Hein. Il y a des passages entiers sur la statistique en disant oui, on peut trouver la répétition de la même chose, mais il faut quand même maintenir une interprétation des données. Hein. S'il y a une forme, mais une forme à propos de quoi, si tu penses à quoi, fait partie de quelle tradition iconographique, etc. Voilà, donc, vous voyez, il y a cette idée il part d'une histoire des types pour s'opposer à l'histoire des motifs. Quand on dit l'iconographie, seulement reconnaître une représentation, parce qu'il y avait déjà Cassir, il y avait déjà l'idée de la fonction thématique du motif à l'intérieur d'une société donnée, ou d'un paradigme culturel donné, et donc les types est une enquête sur les diverses conditions historiques de la production d'un thème. Je parlais amour-économie, mais cette thématisation n'est pas la même au XVIIIe siècle que dans le XXe siècle, bien évidemment. Donc les types culturels est l'inscription d'un motif à l'intérieur d'un cadre historique donné. Quand j'ai parlé de toutes les formes pour éviter, pour dépister, on trouve des analogies, mais comment éviter de dire, ah bon, ça c'est une analogie qui n'est pas pertinente, et je dois choisir d'autres continuités. Gombrich a proposé toute une série, il a parlé d'analyse ad excludendum, vous voyez, pour exclure des choses. On trouve déjà, il y a un patrimoine pour dire, quand je dois comparer des choses, comment essayer, alors pour lui, bien évidemment, on voit immédiatement l'enracinement littéraire. Pour lui, dépister veut dire non seulement comparer une image avec un passage littéraire, mais une série des images avec plusieurs passages littéraires du même texte ou de la même tradition textuelle. Ce n'est pas un à un, mais c'est série, la comparaison. Et il est en polémique, bien évidemment, avec certains abus de la tradition de Panofsky. Et il parle d'écologie des images. Hein, c'est un texte publié en français. Hein, l'écologie, c'est pas à la mode en 1983, c'est anticiper les choses. Donc, il y avait l'idée que chaque image a une sorte de niche. Et ces formes sont protégées. C'est comme il y a des éléments paratextuels. L'image isolée n'est pas lisible.
Donc il faut respecter un entour périphérique d'autres textes qui accompagnent la forme de vie de l'œuvre d'art. Il faut travailler, alors vous voyez, Gombrich, Kubler, on trouve une logique de situation, c'est-à-dire de situer, de faire des analyses situées, de comparer des formes de manière située. Donc l'informatique doit nous aider aussi à trouver des régionalisations. Par exemple, on voit dans une visualisation plusieurs images, dire, bon, quand je vois des régions, comment je dois interpréter la régionalisation de contiguïté? Quels sont les facteurs et comment je peux visualiser autrement pour observer de généalogie formelle, des synonymies formelles, toutes les choses que j'ai rappelées. Bon, j'avais toute une série de parties que je dois éviter. Je peux terminer. Alors, voyez, sur le plan méthodologique, ma proposition, qu'il faut analyser les concurrences de formes afin de comprendre à travers la fréquence de voisinage entre deux ou plus formes, la participation du forme à un thème, constellation d'isotopie, donc il y a plusieurs amours et économies sont deux isotopies et ils trouvent une confluence, la présence du figement syntaxique, stéréotypie, la concurrence de formes en synchronie. Quand il y a la fréquence de 0, c'est intéressant, quand il n'y a pas la co-occurrence, on n'a jamais de forme co-présente. C'est intéressant. Alors ça, on dit, c'est mon problème diachronique, soit il y a eu une forme, cette forme a pu se substituer à la précédente, soit il y a une manifestation exclusive, donc sur le plan axiologique, par exemple, on n'accepte pas d'utiliser une forme les passages éventuels de la notion de forme à la notion de formant, parce que le formant existe seulement parce qu'il appartient à une classe transformationnelle. Il n'y a pas cette idée d'une forme première, et ensuite, parce qu'autrement, on a toujours ce problème du chef-d'œuvre, et ensuite, il n'y a que des classes transformationnelles à des niveaux différents. Même le chef-d'œuvre, il est en train d'opérer une reprise à quelques niveaux. Il peut reprendre, par exemple, la tradition iconographique et être extrêmement créatif sur d'autres couches de sa constitution formelle. Les nœuds, travailler sur des nœuds comme des équilibres intensifs entre l'attrait tradition, donc généalogie d'appartenance, je me reconnais en une tradition, et de l'autre côté, les vecteurs création, la généalogie, par exemple stylistique, d'émancipation. Travailler sur une exfoliation de l'image, l'idée qu'il y a plusieurs couches de l'image, et que dans chaque couche, il y a une forme d'organisation et de tension interne. Bon, j'avais proposé aussi des exemples spécifiques sur des images, sur la représentation du mouvement, par exemple, sur le plan iconique, sur le plan indiciaire, comment dire que cette image, par exemple, montre un mouvement et qu'il y a une vectorialité, que ce personnage est en train d'aller vers là, par exemple, comment motiver, comment trouver, sur le plan strictement textuel et des formes, comment on peut rendre les mouvements iconiques. Il y a toute une histoire. Notre ami Pierre Antoni a écrit un livre, Form Affluence, un texte encore dans les années 80, magnifique, sur la manière de construire les mouvements dans l'histoire iconographique du monde égyptien, je veux dire, aujourd'hui. C'est remarquable, vraiment. La classe transformationnelle de l'attestation du mouvement. Travailler sur la diaphanéité, sur la transparence, sur les voilés. Là, par exemple, c'est le même temps. Nous sommes dans le XVIIIe siècle, Ralph reconnaît sans aucun doute Naples et les Christ voilés de San Martino à gauche, une œuvre magnifique. Il faut aller à Naples seulement pour voir ça. C'est vraiment exceptionnel. C'est vrai, c'est une sculpture. Il n'y a pas d'effet photographique. C'est comme ça, c'est plus beau que ça. Et de l'autre côté, un peintre de Padoue, où je suis né, donc c'est une manière aussi d'Antonio Corradini, moins connu, mais qui a travaillé toujours sur ça. Alors, est-ce qu'on trouve la même forme? Est-ce qu'il y a des valeurs correspondantes? Est-ce que cette analogie des surfaces? Ou est-ce qu'il y a des classes généalogiques différentes? Est-ce qu'on arrive à ça sur le plan technique, d'accord, mais sur le plan, on pourrait dire, poétique,
Et enfin, je termine vraiment avec une suggestion pédagogique quand je fais des cours. Alors, je travaille. Alors, est-ce qu'il faut jeter le métadonnées, les titres, par exemple, les images? Pas du tout. Pas du tout, moi je ne crois pas. Il faut travailler aussi. Alors, si je travaille sur la mélancolie, bon, bien évidemment, il y a des formes de représentation de la mélancolie. C'est facile de travailler sur les gestus melancholicus, hein, c'est ça. Hein, et on trouve une classe transformationnelle de la Grèce à aujourd'hui. Hein, à Van Gogh, hein, on trouve. Mais quand j'ai dit on peut travailler sur des couches de l'image, je peux. Vous voyez, alors ça, c'est mes cours, je n'ai pas la prétention d'expliquer tout, mais je travaille, je veux dire, s'il y a une passion, cette passion est traitée sur le plan de la spatialisation. L'image a besoin de dire comment signifier la mélancolie avec un traitement de l'espace, avec un traitement du temps, avec un traitement de l'acteur, avec un traitement des modalisations. Il y a un traitement du corps, l'implication du corps. Il y a un système d'activation parce que l'émotion, normalement, est activationnelle. Hein. Il y a une élaboration figurale, c'est-à-dire qu'il y a des aspects rhétoriques, métaphoriques à l'intérieur. Il y a un point de vue, donc l'aspectualisation. Chaque passion, par exemple, j'ai dit colère, normalement c'est le point d'attaque de la colère. C'est là le moment intensif de la passion. Chaque passion est caractérisée aussi par une forme aspectuelle, par la récursivité. C'est William James, et je suis en train de pleurer parce que je me vois en larmes. Donc il y a une forme d'auto-observation, d'auto-alimentation de passion. Et donc l'idée, vous voyez, est que quand je travaille sur des images, je peux trouver, quelque chose qui a une continuité, hein, le même geste, hein, que je peux voir, mais il y a des changements sur le plan de l'espace, il y a des changements sur le plan de la temporalité. Je trouve les indices, chaque couche peut devenir un indice de transformation que je trouve, même si la surface est le même geste, le même, on pourrait dire, topos, ou motif, de manière plus spécifique. Et quand j'ai la reprise, vous voyez, là, la spatialisation est totalement différente, et vous voyez, et je pourrais continuer. Quand on commence à constituer, vous voyez, je termine vraiment, quand on laisse une tradition iconographique, il n'y a plus le geste melancholicus, quelles sont les formes pour restituer la même passion, ou pour conceptualiser autrement la même passion, avec notre figurativisation, d'autres équilibres. Et on voit que parfois, on a abandonné les figements du geste melancholicus, mais on a gardé des aspects spatiaux, des aspects concernant les temps. Vous voyez, on a abandonné une forme sur le plan de l'actorialité, de la configuration actorielle, mais on a continué sur la même forme spatiale, sur la même forme temporelle. Vous voyez, donc c'est ça que je suis en train de proposer finalement. Merci. Merci. Oui, merci beaucoup pour cette conférence, comme toujours, hyper riche, foisonnante, presque vertigineuse. Et ce qui m'impressionne, c'est toujours la manière dont tu traites les formes dans leur virtualisation, réalisation, et dans leur grammaticalisation. Vraiment, je suis toujours très impressionnée. Mais je laisse la parole à nos collègues. N'ayez pas peur. Pierre-Luigi, je vous impressionne. Sur un élément qui me perturbe un peu, c'est le regard de Didier Huberman sur Panofsky et sur la tradition de l'iconologie. Parce que moi, j'estime qu'il est très sévère, parce qu'il parle des iconologues comme des magiciens qui sortiraient des interprétations de leur chapeau. Hein. Il a à peu près ce terme-là, Didier Huberman. Et moi, j'estime qu'il est un peu trop exclusif. Hein. C'est-à-dire que pour revenir à la matérialité, pour revenir à ce qui l'intéresse lui vraiment, et en effet, c'est une dimension importante à reprendre en compte dans l'histoire de l'art, il met de côté l'apport panofskien. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette... Je partage totalement. Alors, par ailleurs, il n'est pas très original. Moi, j'aime bien Didier Huberman, mais il ne faut pas accepter tout, hein, évidemment. Donc, il dit ça, et c'est la même chose déjà dite par Gombrich. Gombrich a écrit
des pages contre l'iconographie spéculative, c'était son terme. Donc, bien évidemment, il y a des exagérations, si on commence à dire qu'on voit partout la proposition du même motif, et on cherche de comparer, même s'il y a l'évidence d'une différence, mais quand même on veut trouver la transformation du même motif, on est en train de faire une spéculation, bien évidemment. Donc il faut s'imposer des limites, et alors les limites sont toute la procédure présentée déjà par Gombrich. L'analyse ad excludendum, il a déjà, alors pour lui c'était des paramètres strictement liés à la tradition iconographique, donc des traces littéraires. On ne peut pas comparer une image avec un passage, il faut comparer une série d'images avec une série de passages littéraires. C'est à partir de ça qu'on a une correspondance fiable. Mais aujourd'hui, on peut ajouter bien évidemment toute une série d'autres facteurs opérationnels pour exclure l'appartenance d'une forme à la même tradition iconographique. Et encore, on peut dire que la tradition iconographique n'est pas la seule forme intéressante à détecter. Je montrais, alors le geste melancholicus, on pourrait dire que c'est une forme iconographique, répandue, classée, codée, qui a une résistance dans les temps énorme, et encore attestée dans le XXe siècle, et on trouve des choses même dans des petits statues qui datent le 6 siècles avant Jésus-Christ, c'est incroyable, mais c'est toujours le même geste. Mais ce n'est pas la seule forme de signification présente dans l'image. Donc il y a plusieurs couches, il y a d'autres facteurs, comme je montrais, la spatialisation. Donc Didier Huberman est très utile parce qu'il a montré d'autres formes, d'autres aspects qui sont très